Bonjour à toutes et à tous et nous sommes aujourd'hui en direct. Il est 5 heures ici à Londres et nous aurons l'honneur d'aborder les successions franco-anglaises, comment les anticiper sur le plan civil et fiscal. Alors, on va aborder notamment le droit anglais sur les successions, l'intérêt d'un testament en Angleterre pour un ou une expatrié. Est-ce qu'on peut minimiser aussi la taxe anglaise sur l'héritage? Voilà, donc différents sujets qui seront abordés grâce à nos invités aujourd'hui ici présents. Donc, Éric Churet et François Burneau. Merci à Bonjour. tous les deux. Bonjour. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nos deux invités voilà, vous donneront les informations nécessaires et prendront aussi vos questions en direct, puisque nous sommes en direct également sur YouTube, Facebook et LinkedIn. Donc, préparez vos questions. Nos invités y répondront à la fin de ce webinaire d'ici 45 minutes. Alors, nous allons démarrer tout de suite avec François. Bonjour François, je vous Oui, invite à partager bonjour. votre écran. Pardon? Je vous invite à partager votre écran. Ah oui, alors je vais immédiatement partager mon écran. Euh, voilà. Alors, est-ce que vous... Voilà, vous voyez mon... C'est bon? Vous voyez ma petite présentation? Oui, Très oui. bien. Ok, Merci François. Je vous passe le micro. ok, merci beaucoup. Bah, merci pour cette présentation. Donc effectivement, on va intervenir avec Eric sur les successions dans un contexte, alors non, pas vraiment franco-britannique, parce on s'est essentiellement concentré sur l'Angleterre. Donc notre champ d'intervention ce soir, c'est la France et l'Angleterre, hein, c'est pas tout le Royaume-Uni, parce qu'il y a quelques particularités pour d'autres pays que l'Angleterre dans le Royaume-Uni. Donc voilà, on ne traitera que des successions franco-anglaises, à la fois sur un plan civil et sur un plan fiscal, qui sont deux plans en fait à ne pas mélanger, mais qui bien souvent, dans la tête de nos clients, sont source de confusion. Et on va vous donner quelques clés pour peut-être comment mieux les anticiper et surtout simplifier leur règlement, puisque comme en toute chose, l'anticipation amène souvent la sérénité. Donc moi je suis notaire, j'interviens en France, alors souvent dans des contextes internationaux, le Royaume-Uni, mais aussi beaucoup les États-Unis. Donc ce sont des thématiques sur lesquelles je suis souvent amené à intervenir. Mais j'arrive donc tout de suite dans le vif du sujet. Alors je vais passer à la slide suivante. Voilà. D'abord vous dire que l'approche du droit des successions en France et en Angleterre n'est pas le même. Et donc il y a beaucoup de différences qui sont d'ailleurs parfois assez compliquées à concilier. Probablement que la plupart des personnes qui nous écoutent savent qu'en France, on a un système avec une réserve héréditaire, donc une part minimum intangible qui revient aux descendants, aux enfants de la personne décédée. On n'a pas du tout ce concept-là en droit anglais, puisque le droit anglais, comme le droit américain, est marqué par une grande liberté testamentaire. Alors après, ça sont des grands principes qu'il faudrait nuancer, parce que par exemple, en droit anglais, vous avez un système qui permet à un enfant qui serait dans un état de besoin et qui serait privé de ses droits dans un testament, d'engager une action pour être rétabli euh, dans ses droits, ou en tout cas pouvoir appréhender une partie de la succession. Donc je vous donne des grands principes. En réalité, il faudrait quand même apporter des nuances. On parle de la réserve héréditaire en France, certes, elle existe, mais on peut aussi la mettre un peu à mal avec un contrat d'assurance vie, par exemple. Donc voilà, je vous donne des règles générales. Après, il faut nuancer au cas par cas. Aussi, une autre grande différence entre le système anglais et le système français, c'est que dans le système français, on vient à la suite de la personne décédée, on parle d'une succession à la personne. Dans le système anglais, dans les systèmes de common law en général, on est dans un système de succession qu'on dit au bien, c'est-à-dire qu'on ne vient pas à la suite de la personne décédée, mais on vient à la suite des biens que cette personne laisse. Et on est souvent face à un administrateur avec une procédure judiciaire. Donc c'est un système de règlement de la succession qui est très différent du système français. Ce que je vais évoquer tout d'abord, c'est
la loi civile. Alors la loi civile, c'est donc d'abord déterminer quelle loi est applicable au règlement d'une succession. Et quand on dit la loi applicable, en fait, elle permet, cette loi, de déterminer qui sont les héritiers et surtout quelle quote-part à laquelle ils peuvent prétendre dans la succession. C'est important parce que suivant les situations et suivant qu'on appliquera la loi française ou la loi anglaise, on n'arrivera pas exactement à la même conclusion. Donc là, on n'est pas du tout sur un plan fiscal, on n'en est pas encore à calculer la taxe, l'impôt et savoir comment on peut même optimiser le montant de cette imposition. On est à comment aujourd'hui, suivant qu'on se place du point de vue français, du point de vue anglais, quelle loi civile je vais appliquer au règlement de la succession et donc avec cette loi, comment je vais pouvoir déterminer qui sont les héritiers et quels sont les quotes-parts auxquels ils peuvent prétendre. Puisqu'en fait, les critères de rattachement, les règles du côté français et du côté anglais ne sont pas les mêmes. En Angleterre, le critère de rattachement est lié pour tout ce qui est mobilier, donc tout ce qui n'est pas immobilier, à la loi du domicile de la personne décédée, alors que pour tout ce qui est immobilier, on va rattacher les immeubles à la loi de leur lieu de situation. En clair, un immeuble qui serait situé en Angleterre serait régi du point de vue anglais par la loi anglaise. Un immeuble qui serait situé en France sera régi du point de vue anglais par la loi française, qui est le pays de situation de l'immeuble. On avait jusqu'à l'été 2015 en France le même critère pour rattacher les biens à une loi en matière de succession. Et puis la plupart des pays de l'Union européenne ont pris un critère commun le 17 août 2015 et le critère désormais en France, mais pas uniquement en France, dans la plupart des pays européens, enfin en tout cas des pays de l'Union européenne, ont posé comme critère celui de la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Donc on voit déjà que les critères de rattachement ne sont pas les mêmes suivant qu'on se place du point de vue français ou du point de vue anglais. Puisque donc la France va rattacher les meubles et les immeubles de la personne décédée à la loi de la dernière résidence habituelle de la personne décédée. Je vous ai fait un petit schéma pour résumer donc les principes. Côté britannique, côté Angleterre, on a donc la loi de la situation de l'immeuble pour déterminer la loi rattachée à l'immeuble, et on a la loi du domicile pour tout ce qui n'est pas immobilier. Et puis, côté Union européenne, donc côté français, on a comme critère la loi de la dernière résidence habituelle. Alors, je vais tout de suite illustrer ces règles avec un cas, parce que c'est toujours beaucoup plus parlant. Prenons le cas d'Elisabeth Morgan. Dans mon exemple, elle réside habituellement à Paris. Et elle décède le 1er juillet 2021 en laissant des biens meubles et immeubles à la fois en France et en Angleterre. On reprend les règles applicables. On sait que le bien immobilier va être régi par la loi du pays dans lequel il est situé, alors que tout ce qui n'est pas immobilier, suivant la règle anglaise, va être soumis à la loi de son dernier domicile. Donc en l'occurrence, la loi française, puisqu'elle réside dans mon exemple à Paris. Et puis, côté français, donc, le critère, c'est la loi de la dernière résidence habituelle, donc la loi française. Je vous ai fait donc le résumé. Donc, les nouvelles règles françaises désignent la loi française, loi du dernier lieu de résidence, comme seule applicable à l'ensemble de la succession. Et puis, les règles anglaises désignent donc la loi française pour les biens immobiliers situés en France, mais la loi anglaise pour les biens immobiliers situés en Angleterre, et la loi française, loi du domicile pour les avoirs bancaires en France et en Angleterre. Donc, on voit que dans le cas en fait d'Elisabeth Morgan, imaginons que cette dame laisse un conjoint et qu'elle ait pris des dispositions testamentaires au profit de son conjoint sur un bien immobilier qu'elle aurait en Angleterre. Ça pose pas du tout de problème du côté anglais, puisque encore une fois, du côté anglais, il y a une liberté testamentaire. Alors que du côté français, cette disposition au profit de son conjoint, si elle a des enfants par ailleurs, côté français, on va considérer qu'elle a potentiellement porté atteinte à la réserve de ses enfants en France, si notamment ce bien immobilier situé en Angleterre a une très grande valeur et que, suivant l'application de la loi française, on ne retrouverait pas pour les enfants la part minimum à laquelle les enfants ont droit en vertu de la loi française.
Si on prend maintenant donc le cas de John Smith, John Smith, lui, c'est un peu différent. Il réside habituellement donc à Londres et où il est décédé en 2021 et il laisse lui aussi des biens mobiliers et immobiliers situés en France et en Angleterre. Donc là, les nouvelles règles françaises désignent, en ce qui concerne la loi anglaise, loi du dernier lieu de résidence, donc comme seule applicable à l'ensemble de ces biens, qu'ils soient en France ou en Angleterre. Et du point de vue anglais, on désigne la loi française, enfin les règles anglaises désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France, et donc la loi anglaise pour le reste. Un petit schéma qui vous permet de mieux comprendre donc l'application de ces règles et leurs conséquences dans le cas de John Smith, avec donc les biens immobiliers situés, les biens immobiliers soumis à la loi de leur lieu de situation, donc les biens immobiliers anglais soumis à la loi anglaise, tout ce qui n'est pas immobilier du point de vue anglais soumis à la loi du domicile, donc en l'occurrence la loi anglaise puisqu'il réside à Londres dans mon exemple. Et donc du côté français, on est sur la loi de la dernière résidence habituelle, donc la loi anglaise, puisque John Smith réside à Londres, et donc du point de vue français, on va considérer que la loi anglaise est applicable à l'ensemble de sa succession. On sait par exemple qu'en France, pour une personne qui réside en Angleterre et dont la succession serait régie par les règles anglaises, et donc des règles judiciaires, si John Smith, dans mon exemple, laisse des comptes bancaires, par exemple, en France, eh bien, la Cour de cassation en France s'est prononcée plusieurs fois dans ce type de contexte et accepte que le probate qui aura été rendu par une juridiction anglaise puisse être donc exécuté en France et permettre à la banque d'agir sur les instructions de l'exécuteur testamentaire ou les personal representatives désignés côté anglais pour pouvoir agir sur les comptes français laissés par John Smith. Alors, dans le cas de John Smith, ce qui est intéressant, c'est que il laisse, dans mon exemple, un bien immobilier en France. Et donc, dans les nouvelles règles qui sont posées à l'échelle européenne et donc en France depuis l'été 2015, vous avez compris qu'on n'a donc pas les mêmes critères pour déterminer la loi applicable. Et donc, la France, elle, désigne la loi de la dernière résidence habituelle. Dans mon exemple, John Smith réside en Angleterre, donc, du point de vue français, on va considérer que la loi applicable est donc la loi anglaise, qui est la loi de son pays de résidence. Et quand on dit que c'est la loi anglaise qui est applicable, en réalité, il faut regarder les critères de droit international et donc les règles applicables du côté anglais, où on retrouve une distinction entre les meubles et les immeubles. Donc comme le critère anglais, en ce qui concerne un immeuble qui ne serait pas situé sur son territoire, prévoit qu'on applique la loi du lieu de situation, donc la loi, dans mon exemple, la loi française, puisque l'immeuble est situé en France, eh bien on tombe dans un mécanisme qu'on appelle le renvoi. Et donc la France va accepter, dans cette hypothèse, le renvoi vers la loi française pour l'immeuble qui est situé en France. Je résume, hein. On a un immeuble qui est situé en France, le défunt résidait en Angleterre. Le critère français est de dire la loi applicable est la loi de la dernière résidence, donc la loi anglaise. Mais la loi anglaise, elle dit pour un immeuble qui est situé hors de mon territoire, c'est la loi du pays concerné qui est applicable. Et donc, dans cette hypothèse-là, la France accepte que sa loi soit applicable à l'immeuble qui est situé en France. Donc voilà, c'est le mécanisme du renvoi, alors qui est prévu à l'article 34 du règlement européen qui concerne maintenant les successions dans l'Union européenne. Bon, ça c'est pour le détail, mais en tout cas il faut comprendre le principe. Donc en ce qui concerne John Smith, on va appliquer la loi française aux biens immobiliers situés en France et la loi anglaise donc pour le reste, y compris pour les comptes bancaires détenus en France. Alors ce règlement européen qui est entré en vigueur le 17 août 2015, tout du côté français, puisque vous savez qu'évidemment le Royaume-Uni n'est pas dans l'Union européenne, a mis
a mis en place ce qu'on a appelé la professio juris, c'est-à-dire la possibilité pour une personne qui n'est pas encore décédée de pouvoir choisir la loi applicable au règlement de sa succession. Donc ça, c'est une totale nouveauté, puisqu'on peut, en tout cas quand on est français, désigner la loi qui sera applicable au règlement de sa succession. Alors, vous voyez que dans un contexte franco-anglais ou franco-britannique, ça a une importance parce que on comprend que la loi anglaise va vous offrir plus de possibilités que la loi française qui, elle, est soumise à la contrainte de la réserve héréditaire. Alors, vous pouvez effectivement faire un choix pour la loi que vous souhaitez voir appliquée au règlement de votre succession. Encore une fois, je suis dans une dimension civile. C'est un choix qui n'aura vocation uniquement à déterminer la loi applicable au règlement de votre succession, comment je définis qui sont mes héritiers, à quel code-part ils peuvent prétendre. On n'est pas du tout dans une dimension fiscale. Alors, quelle loi peut-on choisir? Évidemment, on ne peut pas choisir n'importe quelle loi. Et ce choix, en fait, est limité à la loi du pays dont vous avez la nationalité. Donc, si par exemple, vous êtes franco-britannique, eh bien, vous avez, en vertu de ce règlement européen, la possibilité de choisir soit la loi française pour le règlement de votre succession, soit la loi britannique, la loi anglaise, pour, pour régir votre succession. Si vous n'avez pas, si vous n'avez qu'une nationalité, ça ne pourra être que la loi de votre nationalité. Ça peut également être la loi d'une nationalité que vous n'avez pas encore, mais que vous pensez obtenir. Et si effectivement vous l'avez au moment de votre décès, eh bien, cette loi pourra être applicable. Et à défaut d'avoir fait un choix, c'est là où on voit que l'anticipation peut être vraiment un vrai gage de sérénité, c'est qu'à défaut d'avoir fait un choix, du point de vue français, on va appliquer la loi du dernier lieu de résidence habituelle. Voilà. Mais en revanche, si vous avez fait un choix pour une loi différente, parce que vous pouvez le faire, parce que vous avez la nationalité d'un autre pays, eh bien vous pouvez exprimer ce choix. Et le meilleur moyen d'exprimer ce choix, ce sera très souvent un testament. Alors prenons justement le cas de Pierre le Grand qui, lui, a justement désigné une loi dans le cadre d'un testament. Et donc il a choisi la loi anglaise. On va considérer qu'il est franco-britannique, qui réside à Londres et qu'il y décède le 1er juillet 2021 en laissant des biens meubles et immeubles en Angleterre et en France. Et donc il a rédigé un testament auprès d'un avocat anglais dans les formes locales et dans lequel il désigne expressément la loi anglaise comme seule applicable au règlement de sa succession. Et donc, même chose, alors on se retrouve avec toujours les mêmes critères de rattachement, les règles anglaises qui désignent la loi française pour les biens immobiliers situés en France, et donc la loi anglaise pour les biens immobiliers situés en Angleterre et les biens mobiliers situés en France et en Angleterre. Si je résume avec ce petit schéma, donc côté anglais, on a donc pour les biens immobiliers situés en Angleterre, la loi anglaise applicable, et pour tout ce qui n'est pas immobilier, donc ce sera la loi du domicile. Et puis côté français, le critère de rattachement, c'est toujours le même, c'est donc la loi de la dernière résidence habituelle pour l'ensemble des biens où qu'ils soient situés. Mais à la différence du cas précédent, on a donc ce testament fait par Pierre le Grand, et donc ça vient modifier l'application du règlement européen. Dans le cas de John Smith, il n'y avait donc pas ce testament. Donc là, on se retrouve toujours avec la même situation. On a notre critère français qui désigne comme loi applicable la loi de la dernière résidence habituelle, donc la loi anglaise, puisque je vous rappelle que notre défunt, dans mon exemple, réside en Angleterre. Et donc on renvoie au critère anglais, le critère anglais qui fait donc une distinction entre les meubles et les immeubles. Mais dans la mesure où il a fait un testament, eh bien, la France, dans ce cas précis, ne va pas accepter le renvoi vers sa propre loi pour l'immeuble qui est situé en France, mais va, dans le cadre de l'esprit du règlement européen, va bien respecter la volonté de Monsieur Legrand, qui a été clair, qui a fait un choix dans le cadre de son testament, et donc ce choix va être respecté par la France, et donc la France va appliquer pour l'immeuble qui est situé en France, non pas la loi de situation du bien, donc la loi française, mais la loi anglaise qui a été choisie par Pierre le Grand dans son testament. Donc là, nous n'avons pas de renvoi,
nous avons le respect de la volonté de Pierre le Grand. Alors ça, c'est quand même un grand changement dans l'approche des successions franco-anglaises. Donc c'est le même article 34 qui fait que, en fait, donc là, il y a donc pas de renvoi dans ce cas précis parce qu'on a un testament. Alors après, j'ai pas le temps d'évoquer les complexités que pose la détention d'un immeuble situé en France qui est soumis à la loi anglaise, à la fois dans son exécution, notamment si le bien est détenu au travers d'un trust qui aurait été constitué en Angleterre. Bon, ça pose un certain nombre d'applications pratiques. Et voilà, si vous êtes concerné par ce genre de situation, après il faut vous rapprocher des professionnels côté anglais ou côté français. Il y a des solutions, mais voilà, il faut quand même anticiper ces difficultés. Je vous rappelle juste que les trusts ne sont pas en tant que tels reconnus par la loi française et donc peuvent poser des problèmes pratiques dans l'exécution de ces trusts, notamment quand ils comprennent des biens immobiliers situés en France. Conclusion ou solution, donc dans la mesure où le Royaume-Uni est un État tiers au règlement européen et qu'un testament a été établi en Angleterre, donc le renvoi à la loi française pour les immeubles situés en France ne sera pas appliqué par la France. La France appliquera la loi anglaise et donc respectera la volonté de Pierre le Grand. Un point d'alerte, c'est l'article 913 du Code civil qui a été refondu en fait très récemment dans une loi qui est parue cet été et qui concerne les successions ouvertes depuis le 1er novembre dernier. Et donc, alors, qui réintroduit, parce qu'on a déjà connu un droit de prélèvement il y a quelques années, donc ce texte réintroduit un droit de prélèvement compensatoire au profit des descendants qui seraient domiciliés au sein de l'Union européenne ou qui auraient la nationalité d'un des pays de l'Union européenne. Et si on est dans cette situation, eh bien ces descendants-là peuvent, sur les biens qui sont situés en France, faire valoir leur réserve héréditaire. Alors si on reprend le cas de Pierre le Grand, c'est une vraie difficulté parce que dans le cas de Pierre le Grand, il a fait un testament. Avant l'apparition de ce nouveau texte, il n'y en avait pas de difficulté à appliquer sa volonté et éventuellement une volonté qui aurait été d'écarter un de ses enfants dans le cadre de l'application de la loi anglaise. La France aurait donc appliqué cette volonté, mais depuis le 1er novembre dernier, eh bien, si c'est un descendant, et si un de ses descendants a la nationalité d'un des pays de l'Union européenne ou réside dans un de ces pays, eh bien, cet enfant pourrait donc demander, sur les biens qui sont situés en France, à faire valoir sa part réservataire. Donc, bon, c'est un texte qui est énormément commenté parmi les professionnels et notamment les notaires. Ça pose tout un tas de difficultés. On se demande même d'ailleurs si ce texte, en réalité, même en l'état, est-ce qu'il est applicable. Probablement qu'il sera, à mon avis, je ne pense pas que ce texte-là reste très très longtemps et qu'à la faveur d'un contentieux, probablement devant une juridiction européenne, va probablement être remis en cause assez rapidement. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, il existe et je ne pouvais pas ne pas vous l'évoquer. Dernier cas, le cas de Louise Brun, qui, elle, n'a pas choisi la loi anglaise, mais a choisi la loi française. Elle est franco-britannique, elle réside à Londres, elle y décède le 1er juillet 2021, et elle laisse donc des biens meubles et immeubles en Angleterre et en France. Elle a rédigé un testament auprès de son notaire en France, dans lequel elle désigne expressément donc la loi française, puisqu'elle a la nationalité française, comme seule applicable au règlement de sa succession. Elle a donc fait ce que j'ai appelé tout à l'heure une professio juris. Donc, quel est le droit applicable? Eh bien, les règles anglaises désignent toujours la loi française pour les biens immobiliers situés en France et la loi anglaise pour les biens immobiliers situés en Angleterre et les biens mobiliers situés en France et en Angleterre. Je résume dans un petit schéma. Donc, les immeubles situés en Angleterre sont soumis à la loi anglaise, loi de leur situation. Tout ce qui n'est pas immobilier, suivant la loi anglaise, est soumis à la loi du domicile. Et puis, du côté français, eh bien, on a cette loi choisie, exprimée donc dans un testament, donc la loi française, loi d'une des nationalités de Louise, et donc qui sera applicable du point de vue français à l'ensemble des biens mondiaux. Sauf que dans la mesure où le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'Union européenne et donc n'est pas partie à ce règlement, et donc on va considérer que cette réglementation n'est évidemment pas opposable,
la désignation de la loi française dans le testament établi en France ne sera pas reconnue en Angleterre. L'Angleterre ne va pas prendre en compte ce choix de loi. En plus, le choix de loi n'existe pas en Angleterre, ce n'est pas un concept qui est connu du droit anglais. Donc, a fortiori, le choix fait par Louise Brun ne sera pas admis en Angleterre. Après, ce n'est pas forcément un énorme problème, puisque en Angleterre, vous avez compris que vous avez une grande liberté testamentaire, donc probablement que les dispositions qu'elle serait amenée à prendre pourraient de toute façon s'exécuter en Angleterre, sans contrainte de la réserve héréditaire comme en France. Donc même si son choix de loi n'est pas reconnu, on arrivera de toute façon on arrivera à ce que Louise souhaitait en termes d'organisation de sa succession et d'évolution des biens vis-à-vis de ses héritiers. Dans le cas de Louise Brun, juste une alerte. Dans mon exemple, elle laisse des biens en Angleterre qui vont donc subir la procédure judiciaire anglaise avec le probate. Si elle a fait un testament notarié en France, ça va poser tout un tas de problèmes parce que dans la procédure du probate, vous devez présenter l'original du testament, ce qui ne sera pas possible si le testament est notarié. Donc dans ce genre de situation, il faut absolument éviter un testament, on dit authentique, un testament établi par un notaire, et privilégier un testament holographe, un testament dont l'original pourra être présenté à une juridiction anglaise. Sur un plan fiscal, alors Eric va peut-être entrer un peu plus dans les détails, mais je voulais aussi vous donner les grands principes. La France et le Royaume-Uni sont liés par une convention fiscale qui est entrée en vigueur le 30 juin 1964. Vous voyez qu'elle n'est pas très récente. Le but de cette convention, et qui est aussi le but de la plupart des conventions fiscales signées par la France avec pas mal de pays dans le monde, le principe c'est d'éviter les doubles impositions. Donc c'est d'éviter qu'un même actif soit taxé à la fois par la France et par le Royaume-Uni. Les principes sont les suivants. L'État dans lequel le défunt était domicilié au jour de son décès impose l'ensemble des biens mondiaux que la Convention ne limite pas. Et l'État dans lequel le défunt n'était pas domicilié peut percevoir, lui, un impôt sur les biens qui se trouvent uniquement sur son territoire. Donc ça, ce sont les deux grands principes, alors qui se déclinent de la manière suivante. Imaginons le décès d'une personne domiciliée au Royaume-Uni. Les droits de succession sont exigibles en France sur les biens qui sont situés sur son territoire, mais l'impôt exigible en France est calculé donc selon les règles fiscales françaises et exclusivement sur les actifs français. Ça, c'est le cas d'une personne domiciliée au Royaume-Uni. Maintenant, l'inverse. Envisageons le décès d'une personne domiciliée en France. Eh bien, à ce moment-là, les droits de succession sont calculés sur tous les biens situés en France, mais également sur ceux qui sont situés en Angleterre. On va calculer l'impôt sur les règles fiscales françaises. Et les héritiers peuvent, pour éviter justement la double imposition, vont pouvoir demander ensuite à imputer l'impôt acquitté en Angleterre sur les mêmes actifs. Et ils auront 5 ans pour demander le remboursement en France de l'impôt acquitté donc, à l'étranger pour les mêmes actifs donc imposés par la France. Donc ça sont les grands principes qui gouvernent cette convention fiscale entre la France et le Royaume-Uni, donc qui évite les doubles impositions entre la France et le Royaume-Uni. Alors après, les taux d'imposition ne sont pas les mêmes. Je pense que Eric va évoquer ça juste après moi. Dans certaines situations, je prends par exemple quand on a des neveux et nièces qui héritent donc d'un oncle ou d'une tante, on a un taux d'imposition à 40% en Angleterre, là où la France va taxer les neveux et nièces à 55%. Donc vous voyez, il y a quand même des différences dans les règles fiscales entre la France et l'Angleterre. Voilà, moi j'arrive au terme de ma présentation. Alors je suis conscient que ce sont des règles qui ne sont pas forcément faciles à manipuler. Puis voilà, chaque cas est un cas. Et en tout cas, mon but c'était de vous donner un peu les grandes règles qui gouvernent ces situations franco-anglaises, franco-britanniques, et de vous donner quelques clés pour mieux appréhender peut-être votre situation et peut-être anticiper justement le règlement de votre succession en mettant en place les bons outils pour éviter des complexités qui peuvent être réelles dans ce genre de contexte. Mais je vais céder la parole à Eric qui lui va revenir
sur les règles plus anglaises, et notamment sur comment vous pouvez anticiper aussi du côté anglais le règlement des successions, qui peuvent être, donc vous l'avez compris, un peu complexes. Voilà, merci de votre attention. Eric, je te cède la parole. Merci beaucoup. Je vais lancer ma présentation. OK. Bonsoir. Donc moi, je vais parler plutôt. Attendez, il faut que j'essaye d'enlever voilà. Et de la mettre là. Moi, je vais parler donc de la partie anglaise au niveau des successions et commencer par le principe des successions. Des successions en Angleterre. Comme le disait François tout à l'heure, l'un des principes de grande base, c'est que la transmission du patrimoine est libre. Alors, je vous expliquerai pourquoi j'ai mis supposé libre, mais il n'y a donc pas de concept de réservé héréditaire. On peut déshériter ses enfants, on peut passer ses biens à qui l'on veut, et également, on a la possibilité de transmettre à des charités, des partis politiques, aux monuments historiques et des choses comme ça, de façon exempte de taxes, donc à 0% de taxes, et on peut faire aussi des transmissions de son vivant ou par testament. J'attire votre attention sur le fait que si l'on, en particulier si l'on donne plus de 10% de son patrimoine à des charités, on a une réduction du taux d'imposition de 40 à 36%. Next. Voilà. Mais donc pourquoi je disais supposé, c'est que il y a aussi une protection au niveau de déshériter ses enfants, qui s'appelle la loi Inheritance Family Independent Protection Act de 1975, et qui donne à certaines personnes le droit de contester le testament. Donc il ne faut pas oublier qu'on est ici en common law, donc on aime bien utiliser les avocats en common law également. Et donc, les gens qui ont droit à contester sont les enfants, les beaux-enfants, tous les enfants adoptés d'une manière générale, toute personne que l'on a traité comme son propre enfant. Donc, pour vous donner un exemple, vous avez une nièce qui vient vivre avec vous pendant quelques années en Angleterre et vous la logez, vous la prenez en charge, etc. Donc ça, c'est quelqu'un que vous traitez comme son propre enfant. Les conjoints et les partenaires, alors je reviendrai dessus, mais les partenaires non mariés, vous verrez, ne sont pas servis dans la loi de base au niveau de l'héritage. Donc, en revanche, si l'on a vécu maritalement 2 ans avec une personne, cette personne a automatiquement un droit de contester si elle n'a pas été servie dans l'héritage au niveau de l'acte de 1975, sous le fait que cette personne vivait maritalement et deuxièmement, donc était dépendante de son conjoint, n'étant pas mariés, qu'ils payent un loyer ou qu'ils n'en payent pas, ou qu'ils partagent le mortgage ou pas. Les ex-conjoints, donc dans le cas où l'on est divorcé, s'ils ne sont pas remariés, ont la possibilité de revenir pour un deuxième service, en particulier si pendant ce temps-là, il y avait un support pour les enfants et des choses comme ça. Donc, d'une manière générale, il faut comprendre que toutes personnes qui sont dépendantes financièrement du défunt peuvent avoir une claim par rapport à l'acte de 1975. Ceci dit, il faut prouver qu'on a une raison d'avoir cette claim. Je vous donne un exemple. Si un parent n'a pas eu de contact avec ses enfants pendant 20-30 ans, les enfants peuvent éventuellement faire une claim, mais elle n'ira nulle part. Le juge déboutera ses claims. Donc, tout bon avocat ou tout avocat intègre dans des cas comme ça dissuaderont les personnes d'essayer de vouloir transmettre, faire des claims de cette manière-là. Donc, que se passe-t-il si l'on n'a pas de testament? Premièrement, les personnes qui sont considérées sont uniquement le conjoint ou le partenaire civil et les enfants.
tous les autres ne sont pas considérés. D'une manière générale, les premiers 260 000 livres du patrimoine vont au conjoint, le reste est divisé 50-50 entre le conjoint et les enfants. S'il n'y a pas d'enfants et s'il n'y a pas d'enfants et qu'il n'y a pas de conjoint, donc si on est une personne seule, on remonte après sur le lignage familial. Donc les parents, après les frères et sœurs, les neveux et les nièces. Et s'il n'y a absolument personne, ça part à la couronne. Le problème avec de ne pas avoir de testament au niveau de l'héritage, c'est que premièrement, il n'y a pas de reconnaissance des partenaires qui sont en couple mais n'étant pas mariés. Il y a un risque de dilution de l'héritage par remariage. Donc, c'est-à-dire que si vous en êtes à votre deuxième mariage et qu'il n'y a pas de testament, ben, vous voyez que la plupart de votre patrimoine ira à votre conjoint, mais n'ira pas à vos enfants du premier mariage, ou en tous les cas, une très faible part ira à vos enfants du premier mariage. Il n'y a pas de donation caritative ou autre. Donc, si vous souhaitez donner à des œuvres caritatives sans testament, vous ne pouvez pas le faire. Et en fait, enfin, il n'y a pas d'exclusion de bénéficiaires. Donc, si vous êtes dans une situation où vous voulez exclure un certain nombre de bénéficiaires, vous ne pouvez pas. Ce qui veut dire que sans testament, on ne va pas nécessairement pouvoir passer son patrimoine de la manière dont on le souhaite. Enfin, les principes de la taxe sur l'héritage en Angleterre. Comme le disait François tout à l'heure, en Angleterre, c'est le patrimoine qui est considéré et non pas le bénéficiaire. Donc, c'est le patrimoine qui est soumis à la taxe avant toute chose. Et il faut d'abord avoir payé la taxe sur l'héritage ou que le patrimoine ait payé la taxe sur l'héritage avant de pouvoir être distribué aux bénéficiaires. Ce qui veut dire que la procédure qui s'appelle la procédure du probate, qui peut durer 2 ans, voire plus, et pour les gros patrimoine peut être quand même extrêmement difficile, doit être faite jusqu'au bout. Donc, il faut obtenir ce qu'on appelle une grant of probate avant de pouvoir partager le patrimoine. Ce qui veut dire que les exécuteurs testamentaires, qui dans un testament anglais peuvent être soit des professionnels, soit des membres de votre famille, des amis que vous avez désignés dans votre testament comme étant les exécuteurs testamentaires, ce sont eux qui sont responsables du paiement de la taxe. Ils ont un rôle extrêmement important et aussi ils sont responsables sur leurs biens. Donc, c'est quelque chose de très, très, très sérieux. Une fois que vous avez obtenu le grant of probate, c'est-à-dire une fois que tout le patrimoine a été identifié, le patrimoine, les dettes du patrimoine, etc., que les dettes ont été payées et que la taxe a été payée, là, on reçoit la grant of probate et on peut commencer à partager le patrimoine. Le taux de taxe en Angleterre est unique de 40%, quelle que soit la personne à qui vous allez donner vos biens. Et si vous donnez plus de 10% de votre patrimoine à une charité, ce taux descend à 36%. Maintenant, un des avantages de l'Angleterre, il y a pas mal d'exceptions et de franchises d'impôts en particulier. Premièrement, la transmission entre époux et partenaires civils est hors taxe. La deuxième chose, c'est que chaque individu, c'est que chaque individu bénéficie d'une franchise qui s'appelle le Nil Right Band et qui, à l'heure actuelle, est à 325 000 livres donc de montant de patrimoine et qui n'est pas taxé ou taxé à 0%. On bénéficie tous de ça, quel que soit le bénéficiaire, que vous donniez à un ami, à vos enfants, à vos neveux, vos nièces, vos frères et sœurs, tout le monde bénéficie de ça et donc les premiers 325 000 livres de votre patrimoine ne sont pas taxés. La deuxième chose, c'est que chaque individu bénéficie d'une seconde franchise qui s'appelle le Residential Nil Right Band, qui ne s'applique uniquement à la résidence principale et si elle est donnée aux enfants. L'autre exception qui est intéressante à noter, c'est que les donations deviennent exemples après 7 ans. Mais ceci dit, une donation en Angleterre, ce qui est donné, et donc le donateur ne peut plus profiter du bien. Je vous donne un exemple. Si vous avez un appartement que vous louez, par exemple, vous le donnez à vos enfants, vous ne pouvez plus bénéficier
des loyers, ce sont les enfants qui doivent obtenir les loyers, enfin récupérer les loyers et gérer le bien. Vous ne pouvez plus en profiter. Si vous avez une maison de vacances ou une maison de campagne que vous donnez à vos enfants, vous êtes obligé de payer un loyer pour utiliser la maison ou sauf si vous invite une semaine ou deux, mais vous ne pouvez plus l'utiliser comme vous l'utilisez avant. Si vous le faites, c'est ce qu'on appelle un gift reservation of benefit ou un GROB, et donc la valeur du bien restera dans votre patrimoine et donc ça s'ajoutera à la valeur de votre patrimoine au moment du décès. Certaines entreprises, en réalité, toute entreprise sont exemptes de taxes, sauf les sociétés à biens financières, donc qui sont faites pour gérer des actions, etc. Et les sociétés qui détiennent ou qui sont spécialisées pour détenir des biens immobiliers et exploiter ces biens immobiliers. Ces entreprises-là ne sont pas exemptes de taxes, mais toute autre entreprise autrement peut être transmise sans faire partie de votre patrimoine et donc net de taxes sur l'héritage. Donc c'est intéressant sur le plan de l'optimisation fiscale, etc. Il y a des choses intéressantes à faire de ce côté-là. Enfin, les NIL-REDBAN et Residential NIL-REDBAN se cumulent entre époux et partenaires civils. C'est-à-dire qu'un couple a d'entrée de jeu 1 million de franchises d'impôts avant que le patrimoine paye donc une taxe sur l'héritage. C'est un montant important à retenir parce que c'est à partir de là où on va commencer éventuellement pour des patrimoines qui sont au-dessus de ça à vouloir faire de l'optimisation au niveau de la taxe sur l'héritage. Important pour nous, c'est le principe de domiciliation, donc dom et non-dom. Hein. La taxe sur l'héritage en Angleterre est redevable sur son patrimoine dans le monde entier, mais si l'on est résident non domicilié en Angleterre, c'est-à-dire que si l'on a passé moins de 17 ans sur les 20 dernières années, on est taxé que sur le patrimoine anglais. C'est à partir du moment aussi où on s'est déclaré comme étant non-dom sur nos déclarations d'impôts. Également, le traité de d'imposition permet d'éviter d'être taxé par 2 fois. Ceci étant dit, on peut éventuellement se trouver dans une situation où on paie la taxe sur l'héritage dans les 2 juridictions, mais on peut les récupérer après. Je crois, comme disait François, c'est 5 ans en France et je crois que c'est à peu près la même chose. Je crois que c'est entre 3 et 5 ans en Angleterre, si je ne me trompe pas. Par contre, ce qu'il faut savoir du côté anglais, c'est que si vous avez payé de la taxe, par exemple, si en Angleterre, vous n'avez pas payé de taxe sur l'héritage, mais que vous en avez payé en France, de par la valeur donc, du patrimoine global que vous avez récupéré, vous ne pourrez pas vous faire rembourser, excusez-moi, vous ne pourrez pas vous faire rembourser, excusez-moi, il faut que je retourne sur mon… Pourquoi j'ai perdu? Voilà, attendez. Excusez-moi, pour une raison ou pour une autre, j'ai perdu le share. Vous n'allez pas pouvoir récupérer la taxe que vous avez payée en France. Donc, et les biens français d'un résident qui est domicilié fiscalement en Angleterre, donc qui est là depuis plus de 17 ans sur les 20 dernières années, va lui être taxé sur l'intégralité du territoire. Ce que je disais tout à l'heure, le traité de 1963 qui est entré en vigueur en 64, qui est toujours de vigueur aujourd'hui, donc on peut se faire défalquer ce qui a été payé en France. Sauf que si on n'a rien payé en Angleterre, mais qu'on en a payé en France de par les différences de loi, on ne peut pas se faire rembourser sur cette part-là, excusez-moi. Donc, pourquoi vouloir avoir un testament en Angleterre? Premièrement, parce que ça permet de dicter ses désirs, à la fois au niveau du choix des exécuteurs et des trustees que l'on peut, donc qui vont gérer notre succession. C'est un élément important parce que, par exemple, si vous avez une entreprise, vous pouvez éventuellement choisir des exécuteurs testamentaires différents pour vos biens personnels et pour la transmission de vos entreprises. Les trustees, en fait, essentiellement, tant que la grant of probate
n'a pas été donné, vos biens sont détenus en trust par les exécuteurs. Donc, ce sont eux qui sont temporairement les propriétaires légaux et non pas bénéficiaires de vos biens. D'accord, le temps que la succession soit terminée. Le choix des bénéficiaires également, ce qui inclut l'exclusion des bénéficiaires, j'en faisais allusion tout à l'heure. Ça m'arrive très très fréquemment avec mes clients anglais en particulier d'écrire des testaments qui leur permettent d'exclure un certain nombre de personnes, ou notamment des enfants d'un premier mariage avec qui ils n'ont pas eu de contact depuis 20 ans, 30 ans malheureusement, et donc ils décident de les exclure de leur testament. Ça permet de donner à des charités, des partis politiques, et notamment donc faire des dons particuliers, style des collections, des objets ayant une valeur sentimentale, je ne sais pas, une horloge qu'on veut donner à un de ses enfants parce que ça a une valeur pour lui, ou etc. Et de donner faire des dons monétaires également. D'accord. On peut restreindre la géographie sur les biens anglais seulement, sur l'intégralité des biens mondiaux. Au niveau du testament, c'est une chose à considérer. Et on peut également protéger son patrimoine en créant des trusts dans le testament. Alors malheureusement, les trusts ne sont pas nécessairement très bien reconnus en France, c'est un peu compliqué, mais sur les biens qu'on a en Angleterre, si notamment on n'est pas marié avec son partenaire, mais qu'on a des enfants, ou alors on veut transmettre plutôt directement aux petits-enfants parce que sur un plan fiscal, c'est plus intéressant, etc. Et également, vous savez qu'en Angleterre, un des grands problèmes du moment, ou une des grandes discussions du moment, c'est l'aspect care fees, ou si dans lorsqu'on commence à pousser en âge, on doit aller en maison de retraite. Vous savez que ici, on est supposé payer donc nos filles de maison de retraite sur nos revenus et sur nos biens. Donc, pour pouvoir protéger les biens, ou une partie des biens en tous les cas, avoir des trusts dans son testament, ou les faire de son vivant, sont particulièrement intéressants pour éviter que le gouvernement ou les autorités locales forcent la vente d'une maison, par exemple, pour pouvoir financer votre séjour en maison de retraite. Donc ça, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui pensent passer le reste de leur vie en Angleterre parce que leurs enfants sont ici, etc., ou parce qu'ils sont mariés avec un citoyen anglais. Donc, ce sont des choses à considérer de manière importante dans son testament. Également, dans certaines mesures, un testament peut aider à limiter la taxe sur l'héritage, notamment si on saute une génération. Si par exemple, en tant que grand-parent, vous sautez une génération, vous donnez une partie de votre estate à vos petits-enfants, ce qui permet que vous avez une seule taxe sur l'héritage au lieu d'être taxé 2 fois au final. D'une manière générale, on conseille toujours d'avoir un testament par juridiction où vous avez des biens, comme vous l'avez vu, c'est jamais très simple lorsqu'on travaille sur 2 juridictions, et c'est à voir véritablement au coup par coup, suivant la nature des biens, suivant où sont les bénéficiaires, etc. Donc, c'est à ce moment-là qu'il faut décider, qu'on va décider si on veut avoir une juridiction restreinte sur son testament anglais, qui soit que l'Angleterre, ou si on veut l'avoir plus ouverte sur les biens en France ou ailleurs également. Donc, comment peut-on optimiser la taxe sur l'héritage en Angleterre? Premièrement, l'objectif, c'est diminuer le montant du patrimoine de son vivant en utilisant les exceptions qui sont disponibles. Donc, les donations, après 7 ans d'une donation, ça ne fait plus partie du patrimoine, donc on n'a plus, il n'y aura pas de taxe sur l'héritage dessus. Il y a une autre qui est un autre type de donation qui s'appelle le Section 102B du Financial Act 1984, et qui permet en fait de donner sur du résidentiel non locatif une partie en fait de la propriété. Donc, si l'on prend votre résidence principale, vous pouvez donner une partie de votre résidence principale à vos enfants, et après 7 ans, cette partie donnée sera hors succession.
Ils n'ont pas besoin d'habiter chez vous. Il y a des règles en revanche à respecter, mais ça vous permet, si vous avez une maison de 1,5 million par exemple, de pouvoir réduire la valeur de la maison dans votre patrimoine et d'avoir déjà donné cette valeur-là à vos enfants sans payer d'impôts. Vous pouvez également faire des dons de capital par an, par personne de 3 000 livres. Donc, un couple peut faire des dons de 6 000 livres. Alors, ce n'est pas 6 000 livres par personne à qui vous donnez, c'est 6 000 livres par an au total. Et vous pouvez donner à qui vous voulez. Donc, si vous voulez commencer à donner une partie de votre capital à vos enfants, à vos petits-enfants, vous pouvez faire ça, tous les ans, 3 000 livres. Vous pouvez également faire des dons de revenus. Ça, il n'y a aucune limite. En Angleterre, vous pouvez donner vos revenus à qui vous voulez. Et ça peut être intéressant dans le cadre notamment d'utilisation de certains trusts où on peut donner à ses enfants, mais continuer à bénéficier du revenu de certaines assets. D'accord ? Un exemple typique de comment économiser sur la taxe sur l'héritage. Donc, quelque chose que j'ai fait avec un client très récemment. Leur maison ici valait 2,5 millions de livres, ce qui veut dire qu'au niveau de la taxe sur l'héritage, ils avaient à peu près 740 000 livres d'exposition. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une donation de 48% de la valeur de la maison à leurs enfants en mettant cette valeur en trust pour protéger la maison, protéger les parents, par exemple en cas de divorce des enfants et des choses comme ça, ce qui permet après 7 ans de faire une économie à la valeur actuelle de la maison, et elle sera bien plus grande dans le futur, d'à peu près 480 000 livres, et probablement d'ici 7 ans, on parlera de 500-600 000 livres d'économie au niveau de la taxe sur l'héritage. Et le coût de monter les structures, de faire la donation et de monter les structures a été de 10 000 livres. Donc, un rapport particulièrement intéressant. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici au niveau des trusts, mais sachez que les trusts offrent de nombreux bénéfices et protections au niveau de son patrimoine. Les trusts n'ont pas pour vocation d'être des structures, en tous les cas les trusts anglais. Je ne fais pas de trust offshore. Les trusts anglais n'ont pas vocation à être des paradis fiscaux ou particulièrement intéressants sur le plan fiscal, mais une bonne utilisation des trusts vont apporter des bénéfices au niveau de la taxe sur l'héritage et en particulier des protections sur ce qu'on appelle le mean testing, c'est-à-dire par rapport au CARFI, mais également si vous avez votre propre entreprise, protection contre une banqueroute éventuelle et des choses comme ça. Enfin, en Angleterre, là, on n'est plus dans la succession, mais on parle de documents qui sont extrêmement importants à avoir, je dirais même indispensables en Angleterre, ce sont les lasting power of attorney. Ici, on parle de si une personne perd la capacité de prendre des décisions par elle-même, c'est-à-dire qu'elle a un accident, elle est dans le coma, elle a des pertes de mémoire, des capacités cognitives, Alzheimer ou des choses comme ça, les comptes financiers de placement d'épargne administratif vont être bloqués, incluant la moitié des comptes joints. Donc, on est obligé, dans le cas où une personne commence à avoir des problèmes cognitifs et donc des pertes de capacité, on est obligé de le déclarer à nos assurances, notre banque, tous nos comptes de placement, etc. Si on ne le fait pas, c'est un peu comme quand on roule sur l'autoroute et qu'on à 180 et qu'on ne se fait pas prendre. Si on se fait prendre, on a un problème. Donc, si on se fait prendre, on est hors la loi. Donc là, c'est un peu pareil, mais la loi nous demande à ce qu'on prévienne toutes nos organisations financières, etc. La raison pour laquelle ils vont bloquer les comptes, c'est qu'ils ont un devoir de protéger les avoirs de la personne. D'accord ? Sur le plan santé, également, la famille ne peut pas prendre de décision de santé dans la plupart des cas. À peu près 50% des praticiens de la santé vont demander si vous êtes un attorney pour pouvoir vous laisser prendre des décisions. Autrement, ce sont eux qui vont les prendre. La raison pour ça, c'est que le next of kin, en tant que tel, n'a pas de pouvoir juridique en droit anglais. On peut
débloquer la situation en allant à la cour du Protective Guardian et demander un deputyship. C'est extrêmement long, c'est extrêmement coûteux. Vous êtes sur surveillance permanente, vous avez des rapports à faire tous les ans, etc. Et donc, le remède, c'est véritablement de mettre en place des lasting power of attorney. Il y en a de 2 ordres, donc finance et propriété, health and care. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Je peux vous expliquer de manière plus longue. Voilà. Pour vous donner un exemple de quelqu'un connu en Angleterre, c'est Kate Garraway, qui est une journaliste sur ITV. Vous avez peut-être entendu parler d'elle. Son mari, qui est un homme dans le monde de la politique, s'est retrouvé dans le coma suite du Covid. Et c'est la personne qui a été dans le coma le plus longtemps, puisqu'il a été dans le coma pendant 10 mois. Et aujourd'hui, il n'est toujours pas récupéré. Il est toujours dans un lit, etc. Et ne peut plus bouger ni rien. Et ça a créé des problèmes sans nom. Elle en a beaucoup parlé au niveau financier, énormément de complications parce qu'ils n'avaient pas mis en place de Power of Attorney. Donc, je vous conseille tous de considérer la chose. Voilà, je vous remercie de votre attention. Si vous avez besoin de me contacter, je serai ravi de répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir et n'hésitez pas à le faire. Mes consultations sont gratuites. Merci beaucoup. Merci Eric, merci François. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Alors, donc, on va avoir une petite quinzaine de minutes pour répondre à nos questions en direct. Donc, pour ceux qui nous rejoignent, qui viennent juste de se connecter, nous évoquons les successions franco-anglaises. Nous avons eu des informations sur comment les anticiper sur le plan civil et fiscal. Et on a énormément de questions. Alors, on va démarrer. Alors, on a une question. Alors, quelles sont les taxes de succession qui s'appliqueraient au Royaume-Uni sur les biens immobiliers en France, en nue propriété? Alors, le problème de la nue propriété et je sais comment on appelle ça en France, l'autre, voilà, l'usufruit, la nue propriété. L'Angleterre va considérer que donc si vous avez fait une donation de la nue propriété et que vous avez conservé l'usufruit, l'Angleterre va considérer que vous avez gardé un life interest et donc va prendre l'intégralité du bien, de la valeur du bien dans votre patrimoine en Angleterre. Merci Eric. Une autre question, quelle est la définition de résidence habituelle? Oui, ça c'est une très bonne question. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de l'évoquer là pendant ma présentation, mais la notion de domicile et la notion de résidence habituelle sont des notions en fait très différentes. D'ailleurs, même la notion de domicile en tant que telle, suivant qu'on l'appréhende du point de vue français ou du point de vue anglais, n'est pas du tout la même chose. En Angleterre, la notion de domicile, c'est vraiment votre pays d'attachement. Imaginons par exemple un Français qui serait installé à Londres pour des raisons professionnelles. Du point de vue anglais, il n'est pas forcément domicilié en fait. Enfin, son domicile n'est pas forcément l'Angleterre, puisqu'en fait, il a a priori vocation à revenir en France. Et donc, du point de vue anglais, son domicile, dans mon exemple, serait la France. Alors, j'ai pas répondu à la question, mais la notion de résidence habituelle, donc c'est la notion qui a été créée par le règlement européen sur les successions. Et donc, c'est la résidence avec laquelle on a le plus de liens, à la fois économiques, sociaux, donc le pays auquel on est le plus rattaché. Ça a été notamment un des grands enjeux dans l'affaire Johnny Hallyday, de savoir ses résidences habituelles étaient plutôt la France ou plutôt la Californie. Donc on va recourir à tout un tas d'éléments comme la scolarité des enfants, qui est quelque chose de très important. On va considérer que le pays dans lequel les enfants sont scolarisés montre quand même un attachement très fort avec le pays en question. Voilà. Mais en tout cas, le règlement européen pose un certain nombre
d'éléments pour essayer de déterminer cette résidence quand parfois elle n'est pas très, très facile à définir ou à déterminer. Merci, merci François. Une autre question. Puis-je choisir la loi anglaise via un testament au UK pour mes biens en Angleterre et la loi française via un testament en France pour mes biens en France? Absolument, et c'est souvent conseillé de faire ça. Est-ce que la loi des droits aux descendants est applicable en France si on n'a pas d'enfant? Cela va-t-il aux parents, frères et sœurs, neveux ou nièces? Alors là, on pointe du doigt justement l'intérêt de pouvoir désigner une loi parce que je n'ai pas en tête les règles de dévolution dans ce cas-là en Angleterre, mais en France, quand on n'a pas de descendants et qu'on n'a pas pris de disposition testamentaire particulière, eh bien notre succession revient aux conjoints, aux frères et sœurs, avec des proportions qui ne sont pas forcément les mêmes dans un pays ou dans un autre. Donc, Oui, en Angleterre, si on n'est pas marié ou veuf sans enfant, ça remonte vers les parents. S'il n'y a pas de parents, ce sont les frères et sœurs. S'il n'y a plus de frères et sœurs, ce sont les neveux et nièces. S'il n'y a pas de neveux et nièces, c'est la couronne. et en France, dans ce cas-là, quand il n'y a pas de conjoint, c'est un cas pour chaque parent, père ou mère survivant, et le reste pour les frères et sœurs. Et en revanche, s'il y a un conjoint, le conjoint vient avant les frères et sœurs. Donc, il appréhenderait toute la succession. Alors, Cécile pose la question suivante. Qu'en est-il pour le décès d'un Français domicilié en Angleterre, pas de nationalité britannique, avec des biens en France et au Royaume-Uni? La nationalité ne va pas avoir un intérêt nécessairement particulier, sauf si elle a été désignée comme étant la loi sous laquelle, enfin au niveau de la France, la loi sur laquelle la personne veut faire passer son héritage, sont les lois dont François a expliqué au début qui s'appliquent, hein. C'est lié à la résidence et au dernier lieu de résidence. Si vous n'avez pas de testament. Si vous avez un testament dans chacun des pays, on va adopter la loi la loi testamentaire de chacun des testaments, si je ne me trompe Ouais. pas. Alors après, il faut être extrêmement vigilant quand on a fait un testament dans chaque pays, parce que c'est effectivement un scénario qu'on rencontre assez souvent et qu'on peut même conseiller dans certaines hypothèses. Mais il faut le faire de manière intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire que il faut vérifier que les testaments se répondent et ne révèlent pas, en fait, ne recèlent pas entre eux des incohérences. Oui, Exemple frappant, ça va être des testaments qui n'ont pas les mêmes dates et où le dernier révoque les testaments antérieurs. Il faut bien penser qu'une succession, elle ne s'arrête pas en fait à la frontière d'un pays. Et si le dernier testament est celui qui a été fait en France et qui révoque tous les testaments antérieurs, ben en faisant cela, vous révoquez le testament qui a été fait en Angleterre 2 ans avant. Donc, absolument. moi, ce que je conseille toujours, c'est de mettre les professionnels en rapport et de s'assurer que les documents sont harmonieux et vont pouvoir produire les effets qu'on attend. Tout à fait. Nous, d'ailleurs, enfin, ici, de manière générale, s'il y a un testament français, on note, et donc il y a une prise de juridiction, on note clairement que ce testament n'annule pas le testament existant sur le territoire français. C'est systématique. Si quelqu'un a un testament français, on marque ça à chaque fois. Et de la même manière, on conseille que s'ils vont faire un testament en France, de rajouter la même chose sur le testament français pour éviter que le testament britannique ne soit pas annulé. Une autre question, comment se passe la taxation d'un don de son vivant de parents en France à un enfant résident en Angleterre? Alors, Vas-y, François. le principe, c'est que si le donateur, donc celui qui donne, est résident en France, c'est un don de somme d'argent, la question, c'est ça? Un don de son vivant. Oui. Bon, alors si le don porte sur un bien immobilier, et que le On bien n'a pas la immobilier en précision. France, voilà, il est taxable en France, il y a pas d'hésitation. Pour ce qui est d'une somme d'argent, de la même manière, comme le donateur est résident fiscalement en France, eh bien il va être taxable également en France. Quelle est la limite de donation qui sort de l'héritage après 7 ans? Est-ce qu'on peut donner que 6 000 par an?
Non, alors, on peut donner autant qu'on veut, mais il faut faire un peu attention. L'élément clé au niveau de la fiscalité sur l'héritage en Angleterre, c'est le nil right band, dont on a tous droit et qui est de 325 000 livres, donc de franchise au niveau du montant du patrimoine. Donc, par exemple, si jamais vous allez décider de faire une donation par l'intermédiaire d'un trust, il est important de ne pas mettre plus de 325 000 livres de valeur dans le trust, sinon vous commencez à avoir des taxes supplémentaires qui s'ajoutent. En fait, vous avez ce qu'on appelle une entry charge de 20%, qui est effectivement une avance sur l'achat, sur l'héritage pour tout ce qui est au-dessus de 325. Mais par contre, tous les 7 ans, le compteur revient à zéro. Donc, si l'on fait je dirais un plan suffisamment à l'avance, on peut quand même sortir beaucoup de son patrimoine et donner beaucoup de son patrimoine en avance à ses bénéficiaires. Et si on parle de la résidence principale, et surtout, bon, comme on sait, le prix de l'immobilier, en particulier dans le centre de Londres, mais d'une manière générale, dans Londres et la région londonienne, le fait de pouvoir faire ce qu'on appelle des gifts, enfin des donations section 102B du code fiscal 1984, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir commencer à donner une partie de sa maison principale ou d'une maison secondaire, par exemple, à ses enfants, indépendant de la limite des 325 K. Donc si les gens veulent en savoir plus là-dessus, on pourra enfin, vous pouvez me contacter ou on pourra éventuellement refaire une discussion là-dessus. Effectivement, hein, parce qu'on a beaucoup de questions aussi personnelles, alors aussi beaucoup de questions relatives à la disponibilité du replay ou des slides qui ont été présentés. Donc oui, on vous incite vraiment à contacter nos intervenants aujourd'hui pour vos questions précises après ce webinaire. Et vous retrouverez ce replay et les slides de présentation dans l'ensemble des supports de communication de French Morning et social media. Donc site internet, newsletter, social media, vous trouverez les présentations et le webinaire. Alors, on va encore poser une ou deux questions. Y a-t-il un intérêt particulier à acquérir la nationalité britannique en matière de succession franco-britannique? Alors, d'abord, sur un plan fiscal, ça n'a aucun impact parce qu'encore une fois, le choix de loi n'est pas ouvert pour les règles fiscales. L'intérêt d'avoir la nationalité britannique, ça permettrait de choisir cette loi pour le règlement de sa succession et donc, comme vous l'avez, j'espère, compris dans ma présentation, vous ouvrir probablement plus de liberté dans le règlement de votre succession, puisque vous n'avez pas, il y a beaucoup moins de contraintes dans la loi anglaise que dans la loi française. Et notamment, il n'y a pas la contrainte de la réserve héréditaire pour les enfants. Bon, prenons un exemple simple, vous voulez déshériter un enfant, la nationalité britannique va vous permettre d'accéder à cette possibilité, ce que vous ne pourriez pas faire avec uniquement la nationalité française. Oui, on aurait pu reformuler la question. Dans quel cas est-il intéressant de l'avoir? Voilà, exactement. Merci François. Alors, quel est l'avantage d'établir une convention matrimoniale lors d'un achat de biens en France si l'on est français mais résident en Angleterre? Ah, c'est une très bonne question, ça. Alors, ça va être compliqué de répondre en quelques secondes, mais en tout cas, se poser la question du régime matrimonial du couple, c'est très important parce que c'est un élément essentiel en fait dans l'acquisition. Et on peut d'ailleurs proposer des aménagements ou des conventions particulières pour les époux, justement dans la perspective d'une succession, si on veut favoriser son conjoint en cas de décès. Donc, il n'y a pas de réponse standard, mais en tout cas, c'est très important de se poser la question au moment de l'acquisition du bien. De la même manière que le mode de détention du bien pour des Britanniques qui achètent en France est une vraie question à se poser. Et par exemple, acquérir au travers d'une société civile immobilière,
ça peut être assez pertinent. Et j'en profite pour répondre à une des questions qui a été posée, c'est que des parts de société, donc les parts d'une SCI, seront considérées d'un point de vue français et aussi du point de vue britannique comme des meubles et non pas comme un immeuble. Et donc ça permet du coup de quitter la catégorie des immeubles et d'avoir peut-être plus d'ouverture avec un bien qui est détenu au travers d'une SCI. Alors, Merci. et au niveau de l'Angleterre, après, ce qui est important à considérer sur le plan donc de la propriété, mais bon, c'est vrai pour des comptes en banque joints et des choses comme ça, vous avez deux manières de détenir une propriété en ce qu'on appelle joint tenant. C'est-à-dire que on possède tous les deux là ou plus si on est plusieurs, mais pour un couple, donc tous les deux la propriété à titre égal. Donc c'est-à-dire d'une manière générale, on a chacun 100% de la propriété, ce qui fait que si l'un décède, c'est la loi du survivorship qui s'applique et automatiquement le joint tenant devient le propriétaire exclusif du bien. Et la deuxième manière d'avoir une propriété, c'est de détenir une propriété, c'est tenants in common, donc c'est-à-dire où on a un pourcentage défini de la propriété. Et donc là, lorsqu'on décède, c'est soit la loi de l'intestatie si on n'a pas de testament ou les dispositions testamentaires qui s'appliquent. Donc ça fait partie des choses à bien regarder en fonction de sa situation, en fonction de ce qu'on veut faire, etc. Du choix joint tenant ou tenant in common quand on achète un bien immobilier ici. Ouais, et je rebondis sur ce que tu viens de dire. C'est vrai que le joint tenant est très fréquent en Angleterre et on a un peu l'équivalent en droit français. Et souvent, les couples britanniques sont très friands de ce dispositif. En fait, on a en France ce qu'on appelle la tontine, qui est aussi un mode de détention de la propriété qui arrive à peu près au même effet que ce qui est prévu par le joint tenant en Angleterre et qui permet, par exemple, dans le cadre d'un couple, aux survivants de rester seuls propriétaires du bien. Alors, Eric François, on me demande énormément là vos coordonnées. Euh, D'accord. Est-ce que vous pourriez redonner vos coordonnées? Alors, peut-être il y a un moyen, c'est vous pouvez renommer le nom qui apparaît sur Zoom. C'est-à-dire que moi, c'est écrit Julie Danel. On peut renommer ça avec votre adresse email ou alors la dire oralement ou repartager la slide avec vos coordonnées au Ben, choix. ou alors on peut le mettre dans la. Ah oui, mais parce tout le monde n'est pas sur Zoom là. Non, tout le monde n'est pas sur Zoom, mais voilà, en tout cas, on me demande vos coordonnées. Donc, quelles Attendez, sont... moi, si les gens veulent, je peux repartager ma slide pendant un certain temps si vous voulez, si vous voulez soit prendre une photo ou écrire. Voilà, on va laisser quelques secondes aux auditeurs de prendre note de vos coordonnées. Surtout, prenez en contact avec François et Eric pour vos questions précises, hein. C'est le meilleur moyen d'avoir des réponses à vos questions. Alors voilà, nous, on a nos auditeurs qui disent qu'ils vont vous envoyer un mail, hein, Eric. Ouais, ok, super. Et également, vous pouvez tous me trouver sur LinkedIn. Il y a que un Éric Churet sur LinkedIn. Donc, si vous tapez Éric Churet et que vous êtes on est quelque part sur nos trois lignes de niveau, vous me trouverez facilement. Vous avez de la chance, Eric. Oui, j'ai de la chance. Oui, j'ai de la chance. Il n'y a qu'un Éric Churet sur LinkedIn à ma connaissance. Donc, je suis facile à trouver. Et ce replay sera aussi, il est en live sur LinkedIn, mais il sera un replay aussi sur LinkedIn. Maintenant, autour de François, peut-être de Ouais. repartager ses coordonnées, puisque bon, là, on a beaucoup de personnes en direct. Alors attendez, je vais chercher. Vous voyez pas mon écran là? Non. Je vais vous le partager. Je vais vous donner mon adresse email. Alors, il y a quelqu'un, je regarde certaines questions. Ouais.
Répondons encore à une question. Ouais. Voilà, le plafond de 325 000 livres, oui, 325 000 livres pour l'instant, c'est bloqué jusqu'en 2024. Ça augmentera un petit peu plus tard, probablement, ou pas, on verra. Donc, oui, alors c'est par personne et c'est sur son patrimoine. Donc, ça n'est pas par bénéficiaire, hein. C'est sur l'ensemble du patrimoine, quel que soit le nombre de bénéficiaires. Si au moment du décès, ce montant n'a pas été utilisé ou n'a pas été utilisé dans son ensemble. Donc, par exemple, si par testament, vous donnez tout à votre époux, les donations entre époux ne sont pas taxées au niveau de la taxe sur l'héritage, donc sont à 0% de taxe sur l'héritage. Cette somme, donc le Nil Rent Band et le Residential Nil Rent Band qui n'ont pas été utilisés sont reportables à partir du moment où on a fait le probate et qu'on a donc il faut avoir la preuve, il faut avoir une grant de probate, sont reportables sur le patrimoine de l'époux survivant et s'ajoutent au patrimoine de l'époux survivant. Si une partie de ces 325 000 livres ont été utilisés, par exemple, par disposition testamentaire, 50% du patrimoine va à l'époux survivant, 50% aux enfants. Donc, ce seront les 50% non utilisés, puisque ce qui a été donné à l'époux survivant n'a pas été utilisé, qui sera disponible dans le patrimoine du survivant. Et c'est 50% à la valeur au moment du décès du survivant. C'est-à-dire que si le survivant continue à vivre 10 ans et que dans 10 ans, la valeur est de 400 000 livres, donc la valeur qui va le Nil Rent Band est de 400 000 livres, la valeur qui sera disponible à l'estate, au patrimoine du survivant, sera 200 000 livres. Merci Eric. Alors, on a les coordonnées de François qui apparaissent, l'adresse email et le numéro de téléphone. Surtout, voilà, contactez nos intervenants et nous allons finir ce webinaire qui a dépassé largement l'heure qui était prévue. Voilà, beaucoup de questions. Juste pour un tout petit mot, c'est que là, il y a pas mal de questions dans le chat qui apparaissent. Il y a des questions vraiment très intéressantes et très pertinentes. Mais bon, voilà, il y en a près d'une centaine. C'est évidemment compliqué de répondre à tout le monde. Mais voilà, moi, j'invite les personnes qui nous ont écoutés à effectivement nous faire un email. Je vais probablement pas leur répondre là dans la semaine, mais en tout cas, je promets de répondre à tout le monde. Oui, absolument. Au moins dans les voilà, en essayant de répondre au moins dans les 2 semaines en fonction du nombre de questions. Voilà, on a eu plus de 100 questions aujourd'hui. Ouais. Voilà, merci Eric Churet, merci François Burnot. Merci pour toutes ces informations et pour ce webinaire qui a beaucoup de succès et qui génère beaucoup de compliments. Voilà, et merci aussi à nos auditeurs qui nous écoutent. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un webinaire avec la French Radio de Lisbonne, donc la radio des francophones de Lisbonne. Voilà. Merci à tous les deux. Merci infiniment à tous les gens, à tout le monde qui nous ont écoutés. Et n'hésitez pas à nous contacter, on fera un plaisir de vous répondre. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.